Il y a deux expériences qui comptent pour moi. L'une qui part non pas des océans, mais qui part de la montagne. Parce que j'ai un grand-père qui était guide de montagne à Chamonix et qui m'a fait ressentir l'émerveillement devant la beauté de la nature, une façon de marcher telle que je pouvais prendre le temps de la ressentir, de la contempler, tout en étant en même temps dans l'action de la marche. Et puis, un peu plus tard, c'est le sentiment de l'injustice sociale, parce que j'étais dans une famille qui avait peu de moyens, que mon père avait souvent des difficultés financières, que je voyais régulièrement des huissiers venir à la maison. Et donc ce rapport d'un côté entre un rapport fort à la nature, nourri par l'émerveillement, et puis d'un autre côté un sentiment de résistance, même si je ne mettais pas ce mot-là à l'époque, mais que je ressens comme tel par rapport à l'injustice, ça m'a amené à être à cette confluence entre, disons, les enjeux écologiques et puis les enjeux sociétaux. Et ça m'a guidé ensuite toute ma vie. Tu me disais que je me présente un peu. Moi, souvent, je me définis comme un passeur-cueilleur, parce que j'ai eu la chance d'être souvent à la confluence d'univers qui se parlaient peu ou pas du tout. Alors, ça pouvait être des univers disciplinaires, quand j'étais rédacteur en chef de la revue transversale Sciences Culture, avec Edgar Morin, avec Jacques Robin, avec des personnes qui travaillaient beaucoup sur les passerelles entre disciplines. Mais ça a pu être aussi quand j'étais par exemple dans des missions pour le gouvernement, la mission que j'ai faite sur une autre approche de la richesse, la mission sur l'évaluation des politiques publiques quand Michel Rocard était Premier ministre, et où je voyais bien qu'on ne pouvait avancer du côté des institutions publiques que si on avançait aussi du côté de la société civile et des mouvements citoyens. Ça peut être le lien entre l'univers de l'entreprise, parce qu'à la suite des travaux que j'ai faits sur la richesse, j'ai été amené à beaucoup revisiter non seulement la question des indicateurs de richesse, mais l'approche de la monnaie, la question de la comptabilité. Et ça intéresse évidemment des entreprises, mais en même temps des univers qui peuvent être très alternatifs, comme le mouvement altermondialiste. J'ai participé régulièrement à des forums sociaux mondiaux. Voilà. Donc c'est un peu ces deux éléments fondateurs qui conduisent aussi à ce métier, au sens fort du mot métier, qui veut dire ministère mystérieux à l'origine. C'est un mot inventé par le compagnonnage au XIIe siècle. Donc un métier, c'est beaucoup plus qu'un job ou un emploi. C'est un projet de vie. Donc moi, je considère que j'ai eu plusieurs jobs. J'ai été prof, j'ai été chercheur, j'ai même été journaliste, j'ai été conseiller à la Cour des comptes, etc. Mais j'ai un seul métier que je définis comme étant passeur-cueilleur. Par rapport au milieu que tu viens de citer, je dirais qu'il y a plutôt un rapprochement, à la différence d'autres périodes historiques, et que le sentiment qu'on ne peut pas avancer dans les grands défis de l'humanité, les défis sociaux, les défis de lutte contre l'oligarchie financière, si on n'avance pas simultanément sur la question écologique, ça a plutôt progressé. C'est relativement nouveau. C'est relativement nouveau. Et de ce point de vue-là, les enjeux autour de la COP21 y ont aidé. Si je prends un problème tel que la question des énergies fossiles, ça a permis de faire le lien entre des acteurs qui étaient plutôt sur des questions économiques, sociales, ou même spirituelles, puisque le mouvement de désinvestissement dans les énergies fossiles, il vient aussi à l'origine d'églises, de traditions spirituelles, et puis les enjeux écologiques. Donc sur ce terrain-là, je trouve qu'il y a plutôt une progression de la prise de conscience.
En même temps, comme dans toute période de mutation historique, il y a une double polarisation. Donc il y a la polarisation créative, celle dont on parle et celle dans laquelle ça m'intéresse de m'investir, mais il faut être aussi lucide sur le fait qu'il y a une polarisation régressive. La montée des peurs, des logiques de repli identitaire, de logiques de court terme. Et donc, on est justement dans une période, Jean-Pierre Goulle l'évoquait magnifiquement ce matin, on est soit dans une période de siècle bleu, la perspective positive, mais ça peut être aussi un siècle noir si on basculait du côté des logiques de régression. Donc il y a aussi ce sentiment d'urgence et évidemment la question du... Est-ce que c'est pas entre les deux, je te coupe, qu'intervient la spiritualité, y compris pourquoi pas une spiritualité laïque? C'est-à-dire, oui, on peut dire que la spiritualité, dans la mesure où elle pose radicalement la question de la conscience et du sens, elle est à l'interface de toutes ces questions. En même temps, la spiritualité a besoin de faire un travail sur elle-même, parce qu'on le voit bien, par exemple, avec les traditions religieuses. Les traditions religieuses, elles sont dans l'ambivalence. Dans leur part lumineuse, on peut dire, elles portent les grandes questions spirituelles, les grandes questions du sens, y compris des spiritualités athées ou agnostiques, mais dans leur part d'ombre, elles portent une absolutisation du sens qui fait que, au nom de mon sens, j'interdis aux autres le droit de s'exprimer. Hors de mon église, pas de salut, pour reprendre une phrase célèbre. Et donc, la progression spirituelle, elle passe aussi par un travail intérieur de ces traditions pour combattre entre leur propre sein la captation de sens qui est le fondamentalisme. De la même façon qu'il y a un travail sur le plan économique par rapport à la captation de richesse ou un travail sur le plan politique par rapport à la captation de pouvoir. Oui, par exemple, il y a eu un moment important qui était le deuxième Forum social mondial de Porto Alegre. Donc un forum social mondial, a priori, c'est un lieu qui culturellement est complètement dans la transformation sociale, structurelle, etc. Eh bien, lors de ce forum social mondial, il y a eu un moment important autour de ce qu'on a appelé l'axe TPTS. L'axe TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérés comme complémentaires et non pas contradictoires ou conditionnels. C'est le deuxième Forum social mondial de Porto Alegre. Et il y a un autre... repris en France par le groupe, justement, oui, et puis l'association Interaction, transformation personnelle, transformation sociale, avec des personnes aussi comme Laurence Baranski. Il y a un autre forum social mondial qui va dans le même sens, c'est celui de Belém en 2009, donc en Amazonie brésilienne, où là, beaucoup sous l'influence des peuples premiers qui sont fortement présents dans ce forum, la question du buen vivir, de la transition vers des sociétés du bien vivre se trouve posée, et le bien vivre, ça pose autant la question de l'intime de nos vies que des transformations sociétales. Ça, c'est deux moments qui font signe dans une progression de la conscience écologique qui n'est pas simplement l'écologie au sens de la préservation des écosystèmes, qui est bien sûr un enjeu important, mais aussi ce que Guattari appelait l'écosophie, l'écologie mentale. De toute façon, Auroville fait partie de ces multiples initiatives créatives qui sont extrêmement ressourçantes pour les autres initiatives. Et en même temps, le fait de les mettre en perspective, ça évite aussi d'idéaliser, de mettre sur un piédestal une seule, etc. Auroville, c'est une avancée magnifique, en particulier sur le plan écologique. C'est quand même un désert à l'origine. Quand on voit aujourd'hui des initiatives de reforestation comme ça d'Anaforest et qui deviennent des pépinières dans le monde entier, il y a une formidable fécondité d'Auroville. À côté de ça, le projet initial
initiale d'Auroville de faire une ville de 50 000 personnes, l'ouverture aux populations indigènes, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si on prend Auroville dans le contexte global de toutes ces créativités, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un lieu qui est privilégié et qui s'intègre complètement dans cette espèce de grande aventure collective qui est celle aussi de ce qu'on a appelé les créatifs culturels, c'est-à-dire tous ces millions de personnes qui, souvent sans le savoir et sans être forcément reliées entre elles, mais qui ont changé de posture dans le rapport à la vie, aux autres, dans les rapports hommes-femmes, dans le rapport aux questions spirituelles, et qui construisent les éléments d'une espèce de révolution silencieuse, qui n'est pas spectaculaire, mais qui explique aussi que des événements tels que les 24 heures de méditation de la Terre au mois de novembre, les 24 heures aujourd'hui autour de la question de l'océan, il y a une attente, une attention, une énergie qui aurait été inimaginable il y a encore quelques années. D'abord, c'est de se nourrir, parce que ce sont quand même des temps précieux. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, là, on retrouve le bon côté des réseaux sociaux, dont on connaît aussi la face sombre sur d'autres terrains. Il y a une capacité de résonance mondiale. Et par exemple, il y a pour moi 3 mots clés qui résonnent à partir d'une journée comme celle-ci. C'est l'émerveillement. Et ça, c'est premier, parce que si nous n'avons pas cette formidable énergie qui nous vient du sentiment d'être des privilégiés, d'être dans cette aventure extraordinaire, de pouvoir vivre sur ce vaisseau spatial magnifique qu'est la Terre, de vivre une petite fraction de l'aventure de l'univers en étant conscient, donc cette autre faculté extraordinaire qui est d'être des êtres conscients, ça c'est la partie émerveillement. L'émerveillement, c'est aussi ce qui nous permet d'entrer en résistance. C'est ce que Paul Watson évoquait avec la question de la rage. Et il faut rentrer en colère, en indignation contre la bande de grands malades qui est dans la captation de richesse, dans la captation de pouvoir, dans la captation de sang, etc., qui, par des comportements irresponsables et aveugles, risque de conduire cette humanité et sa planète magnifique vers des désastres. Et ça, c'est la question de la résistance créative. Et puis, il y a le troisième élément, c'est l'engagement, c'est l'action. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait que des Paul Watson qui, à un moment donné, basculent dans leur propre vie. Il ne faut pas qu'il y ait que des Mandela, que des Gandhi, que Luther King, etc. Chacun d'entre nous, à son propre niveau, dans son espace de travail, dans son espace d'engagement, etc., il a cette possibilité de jouer son rôle de bascule, de dire qu'est-ce qui est l'essentiel aujourd'hui dans ma vie ? Quelle est la part d'inutile, de futile, de dangereux ? Et comment je me relie aux autres acteurs qui sont prêts aussi à s'engager ? Il y a cette belle phrase de Jacqueline Kellen qui disait « Il y a 3 portes vers l'essentiel. La porte de la beauté, la porte de l'amour et la porte de la souffrance. » Et elle ajoutait « Mais faute de savoir ouvrir la porte de la beauté et la porte de l'amour, la plupart des humains se condamnent à ne découvrir l'essentiel que par la porte de la souffrance. » C'est ce qu'on découvre par exemple à l'occasion des attentats. Quand on pose la question « Qu'est-ce qu'une tragédie vous apporte ?» Tout de suite les gens disent « J'ai pris conscience que l'important c'était par exemple l'amour de mes proches et que c'est 1000 fois plus important que l'état de mon compte en banque ou mon parcours de carrière. » Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas condamnés à accéder à l'essentiel simplement par des épreuves de souffrance. Le mot épreuve, il doit s'entendre comme le verbe éprouver. On peut parler d'épreuves de joie, on peut parler d'épreuves de beauté, on peut parler d'épreuves d'amour. Quand on vit une journée comme celle que nous avons vécue, à travers cet émerveillement extraordinaire de ces océans, de cette planète, de cette vie autour de nous, eh bien cette épreuve de joie et de beauté est une façon d'accéder à l'essentiel et de nous donner l'énergie de la résistance créative.